le sujet que je vais traiter, donc c'est où en sommes-nous en termes de bien-être au niveau de l'élevage et quels enjeux pour demain. Donc tout de suite, un point sur la situation actuelle. La situation actuelle, c'est la réglementation en cours, et c'est donc la directive de 2008-120-CE. Alors elle s'appelle 2008, mais en fait c'est un texte qui a été révisé. Enfin, le texte de 2008 reprend les deux directives de 2001, et le point phare de cette directive, que vous connaissez tous, hein, c'est la mise en groupe des truies gestantes, donc 4 semaines après la saillie, jusqu'à l'entrée en maternité. Donc cette directive focalise sur les truies gestantes. Il y a un certain nombre d'autres obligations, notamment donc, sur les sols caillebotis-béton avec des normes, des choses qui ont trait aux matériaux manipulables, donc qui doivent être mis à disposition de l'ensemble des animaux, porcelets, porcs et truies en groupe. Des choses sur les interventions sur les animaux, avec des règles dans la durée, c'est-à-dire que les interventions doivent être faites au cours de la première semaine. Des choses sur l'abreuvement, sur l'alimentation des truies, sur la nécessité de formation. Et donc la plupart de ces points donc, ont une échéance 2013. C'est-à-dire qu'à horizon 2013, il faut que les élevages soient aux normes. Et il y a une autre directive qui encadre la production de porc, qui est la directive 98-58-CE, qui est une directive généraliste, en fait, qui reprend un texte du Parlement sur la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, et qui regroupe un certain nombre de règles de bonne conduite autour du bien-être. Et l'ensemble de ces deux textes, en fait, servent de base à la conditionnalité des aides PAC, sachant donc qu'il faut être en règle avec les différents articles de ces directives pour pouvoir avoir l'ensemble, l'intégralité des aides PAC. Alors les problématiques soulevées, c'est pas facile parce qu'en fait il faut qu'on se projette dans l'avenir et on ne sait pas bien sûr forcément de quoi l'avenir sera fait. Donc pour savoir en fait un peu quels sont les enjeux qui se posent à la filière, je suis partie des rapports au FSA. Alors qu'est-ce que c'est que le FSA? En fait c'est un organisme qui est chargé d'élaborer des rapports à la demande de la Commission européenne sur un certain nombre de sujets. Donc elle a commis un certain nombre de rapports. Le premier sur la santé et le bien-être en relation avec le logement et la conduite des animaux. Donc sur ce thème-là, il y a eu 2 rapports de fait, un en 2005, un en 2007, pour les porcs à l'engrais, et un en 2007 pour les truies et les verras. Autre rapport qui a été fait depuis donc 2001, la directive, c'est un rapport qui concerne les implications économiques de modification sur les surfaces et les sols pour les porcs de production. À savoir, donc, il y a une évaluation économique qui a été faite si on augmentait les surfaces par animal et si on changeait les types de sols, par exemple, pour passer du caillebotis intégral à du caillebotis partiel ou à de la litière. Un autre rapport, hein, donc ils sont très prolixes hein, au niveau de la FSA, sur la castration. Donc ce rapport date de 2004 hein, et un dernier rapport donc, qui a été fait sur l'acodophagie, donc la problématique de l'acodophagie, de la coupe de queue, en 2007. Alors le point sur lequel en fait l'Europe a avancé ces dernières années, comme le disait Henri de Torré, c'est la castration. En ce qui concerne la castration, donc, depuis les années 2002, donc, on a eu une émergence de cette question et des choses qui se sont mises en place, notamment en Norvège en 2002, sur la prise en charge de la douleur lors de la castration. Et progressivement, dans beaucoup de pays européens, en fait, des choses se sont collées sur cette thématique de la castration. En France, il y a eu donc des discussions, donc une réflexion, et les Français ont décidé en fait, de prendre en charge la douleur lors de la castration, donc pour la douleur post-opératoire. Et cela va se mettre en place dans le cadre de VPF, une viande de porc française, et ça sera rendu obligatoire au 1er janvier 2012. L'objectif, en fait, c'est d'utiliser un anti-inflammatoire avant la castration, donc pour prendre en charge la douleur post-opératoire. Et comme le disait également Henri, en fait, ce mouvement d'ensemble s'est traduit par la rédaction d'un texte au niveau européen, qu'on appelle la Déclaration de Bruxelles. Donc ce texte a été rédigé par un certain nombre d'opérateurs, que ce soit des chercheurs, des producteurs. L'idée, en fait, c'est de baliser en fait, le chemin jusqu'à un arrêt total de la castration en 2018. Donc ce texte indique que dès 2012, il faut
prendre en charge la douleur lors de la castration avec un anesthésique ou un analgésique, et l'objectif est donc d'arrêter la castration en 2018, sous réserve bien sûr qu'à cette échéance on dispose d'outils nous permettant de notamment trier les carcasses au niveau des abattoirs. Donc, autre point qui me semble important à mettre en évidence, c'est le problème de la codophagie. Alors pourquoi ce problème de la codophagie? Parce que en fait, ça fait appel à la question de la coupe de queue. Et en fait, tout ce qui est intervention sur les animaux est clairement dans le collimateur de la Commission européenne. Il y a eu des choses donc, sur la castration, il y a des choses sur l'écornage chez les bovins. Et la coupe de queue, normalement, ne doit pas être pratiquée dans les élevages, sauf exception. Et en fait, ce qui se passe en pratique, c'est que l'exception est devenue un peu la règle, dans la mesure où on constate en fait encore des problèmes de morsure de queue, et donc en préventif, c'est une technique qui est largement utilisée. Alors pour limiter le recours à la coupe de queue, on a mis, enfin, la directive impose l'utilisation de matériaux manipulables à disposition des animaux, et donc là aussi, en fait, ces matériaux doivent permettre de réorienter l'activité des animaux et limiter les problèmes de morsure de queue, et donc par extension réduire le recours à la coupe de queue. Sauf que les matériaux manipulables tels qu'on les entend nous en France incluent notamment des ballons, des chaînes, des choses comme ça, et la nature de ces matériaux en fait n'est pas interprétée de la même façon au niveau européen. En fait, l'Union européenne considère que les matériaux manipulables doivent être un ensemble de ceux qui sont définis dans la réglementation. Sauf que ces matériaux, c'est de la paille, c'est du compost, c'est de la tourbe, donc tout objet en fait qui passe au travers des caillebotis. Et ce qui m'amène en fait à parler de la problématique des sols, parce que si on était amené effectivement à utiliser des matériaux qui sont en fait susceptibles de passer au travers des caillebotis, il faut qu'on arrête, ou du moins qu'on limite en fait l'importance du caillebotis intégral. Donc la thématique de la codophagie entraîne derrière elle beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir être vigilant. Voilà un peu pour les rapports. Alors un autre point qui peut nous aider un peu dans la réflexion sur ce qui risque de se passer à l'avenir, c'est toujours en fait émanant de l'EFSA. Alors on a toujours un œil sur l'EFSA, parce que comme je vous dis, c'est un peu le côté scientifique de la commission, hein, donc qui diffuse des rapports donc, qui seront ou pas suivis, mais au moins qui donnent des éléments de réflexion au niveau de la commission pour la mise en place de directives. Actuellement, il y a un travail donc, qui a pour objectif de relier deux aspects, à savoir les rapports donc, EFSA, donc, qui définissent des recommandations de logement ou de conduite sur le bien-être, hein, des facteurs de risque relatifs à des aspects du bien-être. Et donc ça rejoint, en fait, ces rapports rejoignent en fait un questionnement sur le programme Welfare Quality, qui est un programme donc, qui a été largement financé par l'Union européenne, qui visait à mettre en place des indicateurs mesurés sur les animaux pour évaluer le bien-être directement sur les animaux. Et donc il y a un travail qui est actuellement en place au niveau de la FSA pour voir en fait dans quelle mesure ces deux approches, l'approche mesure sur les animaux et l'approche recommandation technique, peuvent se superposer. Donc là, la question c'est est-ce que les mesures sur animaux peuvent permettre de couvrir les facteurs de risque qui sont identifiés dans les rapports de l'EFSA. Donc pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, comme le disait Henri, on est dans un tournant en termes de réglementation vers un peu moins de normatifs et un peu plus de mesures sur les animaux. Autre chose à prendre en compte, c'est l'agenda européen. Donc si on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne, il y a eu un financement de projets de recherche, notamment sur l'évaluation du bien-être en élevage, c'est le fameux projet Welfare Quality. Et il y a eu 2 projets de recherche qui ont été financés sur la castration et sur l'écornage des bovins. Donc là, on voit encore l'impact en fait, que ça a eu après en termes d'orientation des pratiques autour de la castration. Et actuellement, il y a un appel d'offres sur la production de mâles entiers, donc toujours avec cette thématique de l'alternative à la castration. Et actuellement, en fait, on se trouve aussi dans une situation un peu charnière, dans la mesure où la Commission est en train d'élaborer le plan d'action de protection animale en 2011-2015. Donc c'est un plan qui va orienter, en fait, les activités de la Commission sur cette thématique-là, qui doit être publié en fin d'année 2011 et qui en fait s'inscrit aussi dans une réflexion qui prend en compte maintenant
une sensibilisation au coût des contraintes du bien-être. La commission s'est rendue compte que ce n'était pas si facile que ça de mettre en place de nouvelles normes dans les élevages. Donc ça, je pense qu'en tête, ils ont aussi les questions de distorsion de concurrence et de difficultés de mise en place des normes au niveau des différents pays. Et donc, la réflexion autour de ce plan d'action, qui a été menée tout au cours de l'année 2011, la Commission a proposé différentes options, et parmi les différentes options qui ont été proposées, il y en a une qui semble assez favorable, en fait, qui consisterait... Alors tout ça, bien sûr, c'est sous toute réserve, parce que peut-être que dans un mois, vous verrez que c'est absolument pas ça qui a été retenu. Mais les idées, c'était d'avoir une loi cadre sur le bien-être, donc une loi cadre générale, qui inclurait en fait des éléments sur la définition du bien-être, sur ce que doit être le bien-être, des éléments sur la compétence, la formation des opérateurs et la responsabilité des opérateurs vis-à-vis de leurs animaux, des éléments peut-être sur des centres de référence en termes de bien-être animal, et aussi un cadre méthodologique pour encadrer en fait tout ce qui est allégation bien-être. Alors cette loi serait assortie en fait d'un système de co-régulation. L'idée qui est énoncée, c'est de dire on veut aller dans tel ou tel sens au niveau du bien-être, et c'est aux opérateurs de mettre en place, en face, les moyens de répondre à cet objectif. Alors on ne sait pas si ça sera obligatoire ou si ça sera facultatif, on ne sait pas comment ça va être financé, tout ça, mais l'idée était un peu d'aller vers ça, notamment en utilisant peut-être des critères de mesures qui ont été développées dans le programme européen Welfare Quality. Et donc un autre point aussi important, comme je disais, c'est de cadrer les allégations bien-être de façon à limiter aussi les distorsions de concurrence et de façon en fait à mettre derrière une étiquette bien-être au moins un socle minimum. Donc les enjeux pour la filière, c'est de suivre cette question du bien-être, c'est ce que disait Henri de Thoré tout à l'heure, c'est une question sociétale majeure, et donc il va falloir mettre en place des systèmes de réassurance sur les questions du bien-être, et ça passe par le développement éventuellement de systèmes de gestion, de suivi du bien-être dans les élevages. Et donc c'est une démarche qui existe et qui est en cours au niveau de l'abattage, dont vous parlera Pierre Frottin tout à l'heure, mais on pourrait envisager de la faire au niveau des élevages. Alors ça passe par quoi? Ça peut passer par la mise en place de guides de bonnes pratiques sur la question du bien-être, donc qui ont l'avantage en fait de sensibiliser les éleveurs, de les former aux questions du bien-être et de leur permettre de faire des autocontrôles sur ces questions de bien-être. Ça peut être des systèmes d'appréciation des risques avec le contrôle d'un petit nombre d'éléments qu'on sait majeurs sur certains points relatifs au bien-être. Après, ça peut être aussi une évaluation du bien-être en élevage avec l'utilisation d'un nombre limité d'indicateurs sur les animaux pour vérifier qu'effectivement le bien-être des animaux est garanti. Donc pour ça, en fait, il faudrait définir des indicateurs et définir des seuils sur ces indicateurs. Alors, ce sont des possibilités, ça peut être un mix de tout ça. C'est quelque chose qui est à réfléchir sur cette question. Donc au-delà, anticiper pour agir, je dirais au niveau des instituts techniques de la recherche en général, il faut être vigilant par rapport aux évolutions de la politique européenne. Donc notre rôle, nous, c'est de pouvoir amener de l'information scientifique, la mettre à disposition donc, des institutions et des professionnels pour discuter des projets de réglementation, et donc ça nécessite un travail d'expertise et de veille donc, par rapport à l'élaboration de futures règles. C'est aussi, je dirais, au niveau des éleveurs et de la filière, de s'approprier la question du bien-être. Parce qu'il y a deux solutions. C'est-à-dire, soit on est passif face à cette question-là, et le risque quand on est passif, c'est de se faire imposer des règles par l'extérieur, et on n'est pas forcément en bonne posture pour les discuter, soit on est actif, et là, en fait, on devient force de proposition, et on peut plus légitimement, en fait, discuter d'éléments en termes réglementaires. Et donc, pour ça, en fait, il va falloir mener une réflexion au sein des filières sur la façon dont on veut que la question du bien-être soit traitée au sein de la filière, et ça va aussi servir à repositionner l'éleveur comme acteur principal de cette question du bien-être. Parce qu'il faut savoir aussi que cette place, en fait, il en est un peu exclu dans la mesure où actuellement on est plutôt sur des normes. Or, les éleveurs sont considérés par les consommateurs comme les acteurs légitimes, garants du bien-être des animaux. Donc il faut repositionner en fait l'éleveur au cœur de la question.